Dans le village de Ndiolofène, niché au cœur des collines verdoyantes près de Thiès, au Sénégal, le soleil caressait les toits de tôle et les champs de mil où flottaient les parfums de bissap et de thiéboudienne. Ndiolofène était un endroit où la vie rythmait au son des salams et des rires des enfants, où les marchés locaux regorgeaient de tissus wax colorés et de perles artisanales. Au milieu de cette simplicité, Aïssatou Diallo, une jeune bachelière à la peau ébène et aux tresses fines ornées de perles discrètes, portait en elle des rêves plus grands que les baobabs du village. Vêtue d'un boubou bleu simple mais élégant, elle passait ses journées à aider ses parents, Khadija et Ibrahima Diallo, de modestes agriculteurs qui suaient sous le soleil pour cultiver leurs terres. Khadija, femme robuste aux cheveux noirs tressés en un chignon serré, portant un pagne fleuri taché de terre, et Ibrahima, homme aux épaules larges et au boubou usé, avaient tout sacrifié pour l'éducation d'Aïssatou. Ils vendaient leur récolte au marché pour payer ses livres et ses uniformes, rêvant qu'elle échappe à la vie rude du village. Aïssatou, intelligente et déterminée, avait excellé au baccalauréat, obtenant une place à l'université de Dakar. « Ma fille, Dakar est la porte des opportunités », disait Khadija, les yeux brillants. Aïssatou hochait la tête, imaginant les rues animées de la capitale, les emplois bien payés et une vie où elle pourrait renvoyer de l'argent pour construire une maison en dur pour ses parents. Chaque nuit, dans leur petite maison en banco, Aïssatou s'allongeait sur sa natte, serrant son oreiller en souriant. Elle rêvait de buildings modernes, de marchés comme Sandaga regorgeant de tissus importés, et d'une vie où elle porterait des perruques haut de gamme, symbole de beauté et de succès chez les jeunes dakaroises. « Je trouverai un bon travail, je voyagerai, et je rendrai mes parents fiers », murmurait-elle. Ses amis du village, rassemblés autour du puits communal, l'écoutaient avec envie. Certains, comme sa voisine Fatoumata, à la peau caramel et aux tresses courtes, la félicitaient sincèrement, mais d'autres chuchotaient leur jalousie. Aïssatou va devenir une grande dame à Dakar, et nous resterons ici à piler le mil. 2 jours avant son départ, Aïssatou commença ses préparatifs. Elle plia soigneusement ses boubous et ses foulards wax dans un vieux sac en tissu, rêvant déjà des tenues chics qu'elle s'achèterait en ville. Ses parents, assis autour du feu du soir, lui donnèrent leur bénédiction. « Que Allah te protège, ma fille. Dakar est pleine de merveilles, mais aussi de pièges, » avertit Ibrahima, tendant une petite somme d'argent gagnée en vendant du bois au marché. Khadija noua un gris-gris autour de son cou pour la protéger des mauvais esprits. Aïssatou, excitée, ne dormit pas cette nuit-là, imaginant les lumières de la capitale. Le jour du voyage, elle se leva à l'aube, prit un bain rapide au seau, et enfila son meilleur boubou. Le village entier sembla l'accompagner jusqu'à la gare routière, où un taxi-brousse bringue-ballant l'attendait. Elle embrassa ses parents, les larmes aux yeux, et monta à bord. Le voyage dura des heures, cahotant sur les routes poussiéreuses, passant par des villages wolof animés. Aïssatou regardait par la fenêtre, voyant défiler les paysages. Collines, marchés improvisés, enfants jouant au foot. Dakar, me voilà, pensa-t-elle, le cœur battant. Arrivée à Dakar tard dans la soirée, la ville l'éblouit avec ses lumières clignotantes et ses rues bondées. Mais Aïssatou se sentit perdue, le bruit des klaxons et l'agitation l'étourdissant. Elle erra, son sac à l'épaule, cherchant un hôtel bon marché pour la nuit avant de se rendre à l'université le lendemain. Sur une avenue animée, une 4x4 blanche s'arrêta près d'elle. « Bonsoir, mademoiselle, où allez-vous à cette heure ?» demanda une voix élégante. Aïssatou se tourna et vit Fatou Ndiaye, une femme chic à la peau claire, aux traits sophistiqués et au boubou luxueux, souriant depuis la voiture. Hésitante, Aïssatou recula, se rappelant les rumeurs sur les dangers urbains. Mais Fatou semblait bienveillante. « Je m'appelle Aïssatou. Je viens d'arriver pour mes études. » Fatou sortit une carte de visite. « Je peux t'aider. Appelle-moi demain. » Aïssatou prit la carte, lisant « Fatou Ndiaye, PDG de Ndiaye Elite », avec une adresse au plateau. Quand elle releva la tête, la voiture avait disparu. Épuisée et affamée, Aïssatou trouva un hôtel modeste, dormant le ventre vide, se promettant un petit déjeuner le lendemain. Mais au matin, curieuse, elle composa le numéro. « Bonjour, madame. C'est Aïssatou. » Fatou répondit avec enthousiasme. « Viens à mon bureau cet après-midi. On discutera. » Aïssatou, intriguée, se prépara et se rendit au bureau luxueux de Fatou au plateau, un immeuble moderne surplombant la baie de Dakar. Là, Fatou l'accueillit avec un sourire, offrant un repas copieux. « Parle-moi de tes rêves, Aïssatou. » Et tandis qu'elle mangeait, Aïssatou sentit une porte s'ouvrir vers l'inconnu. Dans sa chambre ce soir-là, Aïssatou, seule, fixa la carte de visite de Fatou, ses rêves de grandeur dansant dans son esprit. La ville de Dakar l'appelait, mais un frisson la traversa. Était-ce l'excitation ou un avertissement? L'avenir le dirait bientôt.
Si cette histoire d'ambition et de mystère vous captive, abonnez-vous pour découvrir la suite du voyage d'Aïssatou et ne manquez aucune de ces leçons de vie tissées dans les rues vibrantes de Dakar. Le soleil de midi baignait le plateau, le cœur vibrant de Dakar, où les immeubles modernes côtoyaient les klaxons des taxis jaunes et les étals colorés du marché Sandaga. Aïssatou Diallo, ses tresses fines ornées de perles discrètes, avançait avec hésitation vers l'immeuble de Ndiaye Elite, le bureau de Fatou Ndiaye. Vêtue de son boubou bleu, un peu défraîchie après le voyage depuis Ndiolofène, elle sentait son cœur battre d'excitation et d'appréhension. La ville, avec ses odeurs de poissons grillés et de diesel, l'enveloppait d'une énergie nouvelle, mais l'inconnu la rendait nerveuse. Elle serra la carte de visite de Fatou, son ticket pour une vie qu'elle n'avait vue que dans ses rêves. À l'intérieur, l'immeuble brillait de modernité. Sol en marbre, climatisation, et une réceptionniste en pagne élégant qui guida Aïssatou jusqu'au bureau de Fatou. Là, Fatou l'accueillit, rayonnante dans une robe ajustée au motif wax doré, ses tresses sophistiquées scintillant sous la lumière. « Assieds-toi, Aïssatou. Mange, tu dois être affamée, dit-elle avec un sourire chaleureux. Une assiette de thieboudienne fumante apparut, et Aïssatou, le ventre vide depuis la veille, dévora le riz épicé, émerveillé par l'opulence. Fatou l'observait, son regard perçant mais bienveillant. « Parle-moi de tes rêves, ma chère. » Aïssatou, entre deux bouchées, raconta tout, son désir d'un travail bien payé, d'une vie moderne à Dakar, et de prendre soin de ses parents, Khadija et Ibrahima, restés à Ndiolofène. « Je veux leur offrir une maison en dur, qu'il n'ait plus à trimer dans les champs, » dit-elle, les yeux brillants. Fatou hocha la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. « Tu as de grands rêves, Aïssatou. Et si je te disais que tu n'as pas besoin de l'université pour les réaliser ?» Aïssatou fronça les sourcils, confuse. « Mais, madame, mes études. » Fatou se pencha, sa voix douce comme le bissap. « Les études sont lentes. Je peux t'offrir mieux, tout de suite. Un appartement, de l'argent, une vie de luxe. Tu n'auras même pas à attendre. » Elle sortit une liasse de francs CFA, la posant sur le bureau. « Prends ceci pour commencer. Réfléchis à mon offre. » Aïssatou, éblouie par l'argent, sentit une vague d'excitation. Elle n'avait jamais vu une telle somme. « Que dois-je faire, madame ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Fatou Sourit. On en reparlera demain. Repose-toi, je viendrai te chercher ce soir. » Ce soir-là, Fatou emmena Aïssatou dans un appartement luxueux à Hann Bel-Air, un quartier chic de Dakar. Les murs blancs, les meubles importés, et la vue sur l'océan laissèrent Aïssatou sans voix. « C'est ta maison maintenant, » dit Fatou. « Des domestiques commenceront demain pour te servir. Quant à tes études, je m'occupe de tout. Tu auras ton diplôme sans effort. » Aïssatou, submergée, serra Fatou dans ses bras, les larmes aux yeux. « Merci, madame. Allah vous bénisse. » Fatou Rit Dousement. Appelle-moi ta grande sœur. Demain, on ira faire du shopping. Le lendemain, Fatou emmena Aïssatou au marché Sandaga et dans des boutiques huppées du plateau. Aïssatou, éblouie, essaya des pagnes modernes, des bijoux en perles, et même une perruque en cheveux humains, symbole ultime de sophistication à Dakar. Elle envoya une partie de l'argent de Fatou à ses parents, qui l'appelèrent, fiers mais inquiets. « Sois prudente, ma fille », murmura Khadija au téléphone. Aïssatou balaya l'avertissement, trop grisée par sa nouvelle vie. Elle se regardait dans un miroir, portant un pagne éclatant, se sentant déjà comme une reine. Mais l'après-midi suivant, Fatou revint avec une proposition plus claire. « Aïssatou, tu es belle, intelligente. Je peux te présenter à des hommes influents, politiciens, hommes d'affaires. Ils te traiteront comme une princesse, et en échange, tu leur tiendras compagnie. » Aïssatou, hésitante, sentit une alarme dans son cœur. « Compagnie, madame ?» Fatou la fixa, son regard presque hypnotique. « Rien de compliqué. Sois charmante, et ils t'offriront le monde. » Aïssatou pensa à l'appartement, au pagne, à la perruque. Elle pensa à ses parents, à leur maison en banco. « D'accord, madame, » dit-elle enfin, sa voix à peine audible. Fatou sourit, triomphante. « Tu as fait le bon choix. Prépare-toi, ton premier rendez-vous est demain soir. » Dans sa chambre ce soir-là, Aïssatou, seule, fixa la perruque qu'elle avait achetée, posée sur une table. Elle scintilla sous la lumière, presque vivante. Une petite voix en elle murmura un doute, mais l'éclat de Dakar l'aveugla. Elle ne vit pas l'ombre subtile qui dansait dans le miroir, ni le sourire de Fatou, loin dans la nuit, teinté d'une intention cachée. Dakar vibrait sous les néons du quartier des Almadies, où les restaurants chics et les boîtes de nuit résonnaient de musique highlife et mbalax.
Aïssatou Diallo, transformée par son nouveau style de vie, glissait à travers la ville comme une étoile filante. Ses tresses, désormais ornées de perles coûteuses, scintillaient sous les lampadaires, et ses pagnes modernes aux motifs audacieux attiraient les regards. Dans son appartement luxueux à Anne Bel-Air, elle vivait entourée de domestiques, savourant des plats de yassa poulet et de cocktails de bissap. Chaque jour, elle envoyait de l'argent à ses parents à Ndiolofène, ignorant leurs appels inquiets. Khadija, sa mère, laissait des messages « Aïssatou, reviens à l'université. Cette vie n'est pas la nôtre. » Mais Aïssatou, grisée, balayait ces mots comme la poussière sur ses nouveaux talons. Fatou Ndiaye, la femme élégante qui l'avait accueillie, orchestrait désormais son quotidien. Aïssatou avait accepté son offre, accompagnée des hommes influents aux politiciens, hommes d'affaires, diplomates, dans des dîners, des voyages et des soirées huppées. En échange, elle recevait des cadeaux somptueux, bijoux en or, sacs de créateurs et une perruque haut de gamme en cheveux humains, symbole ultime de prestige à Dakar. Elle voyageait à Abidjan, Accra et même Paris, posant pour des photos dans des hôtels 5 étoiles, son sourire éclatant masquant une ombre grandissante dans son cœur. Elle se sentait invincible, mais une petite voix, étouffée par l'éclat des néons, murmurait un doute. Parmi ses clients, Mustapha Faye, un riche homme d'affaires sénégalais, devint un habitué. Grand, à la peau sombre et au costume impeccable, il la couvrait de cadeaux. Lors d'un dîner au Radisson Blu, il lui offrit une perruque luxueuse, un tissage noir brillant aux reflets dorés, qu'il posa lui-même sur sa tête. « Tu es une reine, Aïssatou », dit-il, ses yeux brillants. Aïssatou, émerveillée, se mira dans un miroir, se sentant plus belle que jamais. Mais à des kilomètres de là, dans une villa cossue de Dakar, Aminata Faye, l'épouse de Mustapha, bouillait de rage. Femme élégante aux tresses longues et aux pagnes rouges éclatants, elle avait remarqué les absences fréquentes de son mari, ses excuses vagues et les traces de parfum sur ses costumes. Aminata, blessée, décida de riposter. Elle consulta un marabout connu dans le quartier de Yoff, un homme à la tunique blanche et au regard perçant. « Mon mari est ensorcelé par une autre », murmura-t-elle, offrant une somme généreuse. Le marabout, après un rituel impliquant des bougies et des incantations en wolof, maudit la perruque offerte à Aïssatou, y insufflant une magie sombre liée aux esprits de l'envie. « Elle paiera pour son audace », dit-il. Aminata, satisfaite mais tourmentée, rentra chez elle, ignorant les conséquences de son acte. Quelques jours après avoir porté la perruque, Aïssatou commença à changer. Lors d'une soirée dans une villa huppée, elle entendit des murmures dans sa tête, comme des voix chuchotant son nom. Elle cligna des yeux, voyant des ombres danser dans les coins, mais les chassa, pensant à la fatigue. Ses clients, d'abord charmés, remarquèrent son regard distrait, ses réponses incohérentes. « Tu vas bien, Aïssatou ?» demanda Mustapha, inquiet, lors d'un voyage à Banjul. Elle sourit faiblement, mais les voix s'intensifiaient, lui murmurant des pensées de jalousie et de peur. Elle se regardait dans les miroirs, obsédée par la perruque, la touchant sans cesse, comme si elle ne pouvait s'en séparer. À Ndiolofène, Khadija, sentant un malaise, consulta une vieille amie, Tante Mam, une femme respectée pour sa sagesse. Assise sous un baobab, Tante Mam fronça les sourcils. « Ta fille est en danger. Quelque chose de sombre l'entoure. » Khadija, le cœur lourd, écrivit à Aïssatou, la suppliant de rentrer. Mais Aïssatou, dans son appartement, ignorait les lettres, hypnotisée par son reflet. Fatou, de son côté, continuait de la pousser. « Tu es une étoile, Aïssatou. Ne t'arrête pas. » Mais ses mots semblaient plus froids, comme si elle savait quelque chose. Une nuit, seule dans son appartement, Aïssatou se réveilla en sursaut, la perruque scintillant étrangement sur son support. Les murmures devinrent des cris, lui ordonnant de prendre, de posséder, de briller plus fort. Elle se leva, tremblante, et courut vers le miroir. Une ombre passa derrière elle, et elle hurla, croyant voir un visage qui n'était pas le sien. Était-ce la fatigue, ou autre chose? La perruque, posée là, semblait vivante, son éclat cachant un secret mortel. Les rues de Dakar, autrefois un tourbillon de lumière et de promesses pour Aïssatou Diallo, étaient devenues un labyrinthe de cauchemars. La perruque luxueuse offerte par Mustapha Faye, avec ses mèches noires aux reflets dorés, reposait sur sa tête comme une couronne empoisonnée. Aïssatou, ses tresses cachées sous le tissage, errait dans son appartement à Anne Bel-Air, les yeux hagards. Les murmures dans sa tête s'étaient transformés en hurlements, des voix invisibles l'accusant de vol, de trahison, lui ordonnant de prendre plus, toujours plus. Elle se griffait le cou, essayant de l'arracher, mais la perruque semblait collée, vivante, alimentant sa folie. Ses clients s'éloignaient un à un. Mustapha, alarmé par ses crises lors d'un dîner, la quitta sans un mot.
Tu es malade, Aïssatou, murmura-t-il avant de disparaître. Fatou Ndiaye, sentant le vent tourner, vint la voir un soir. Vêtue de son pagne doré, elle fronça les sourcils devant l'état d'Aïssatou. Tu ne me rapportes plus rien. Quitte cet appartement, trouve-toi une autre vie, dit-elle froidement, jetant ses affaires dehors. Aïssatou supplia, mais Fatou, impitoyable, ferma la porte. Seule dans la rue, Aïssatou mendia pour survivre, sa perruque ternie par la poussière, son pagne déchiré. Les voix dans sa tête riaient, lui montrant des visions de richesses volées, de visages accusateurs. Ndiolofène, Khadija et Ibrahima, inquiets par le silence d'Aïssatou, priaient chaque soir. Khadija, son pagne fleuri usé, consulta un marabout local, qui secoua la tête. Ta fille est touchée par un sort puissant. Seul un repentir sincère peut la sauver. Pendant ce temps, à Dakar, Aminata Faye, l'épouse de Mustapha, regrettait son acte. Dans leur villa opulente, elle fixait le vide, réalisant que la malédiction n'avait pas ramené son mari. Au contraire, il s'était tourné vers d'autres femmes. « J'ai joué avec le feu », murmura-t-elle, priant pour le pardon. Aïssatou, affaiblie, erra jusqu'au pont des Arts à Dakar, surplombant l'océan agité. Les voix hurlaient « Saute ! Tu ne mérites rien !» Elle grimpa sur le parapet, les larmes coulant sur son visage. Mais une voix réelle l'arrêta. « Arrête, ma sœur. Allah ne veut pas ça. » C'était un pasteur errant, un homme en tunique blanche tenant une Bible usée. Il l'aida à descendre, l'écoutant sangloter son histoire, les rêves brisés, la perruque maudite, la folie grandissante. « Jette-la et repens-toi, dit-il. Aïssatou, tremblante, arracha la perruque et la lança dans l'océan. Les voix se turent un instant, mais la folie persistait, des hallucinations la hantant. Le pasteur l'emmena à son église modeste à Yoff, où une communauté l'accueillit. Ils prièrent ensemble, et Aïssatou, à genoux, pleura pour ses péchés. « Pardonne-moi, Allah, pour mon ambition aveugle », murmura-t-elle. En quelques jours, les hallucinations diminuèrent, la perruque disparut emportant une partie du sort. L'église collecta de l'argent pour une petite chambre à Dakar, et Aïssatou, guérie progressivement, reprit contact avec ses parents. Khadija, en larmes, l'accueillit au téléphone. « Reviens, ma fille. » Aïssatou rentra à Ndiolofène, brisée mais résolue. Ses parents la serrèrent dans leurs bras, ignorant les rumeurs du village. Elle reprit un travail simple au marché. Les villageois, d'abord méfiants après les rumeurs de son passé, commencèrent à l'écouter. Aïssatou, déterminée à réparer ses erreurs, se mit à travailler au marché local, vendant des tissus wax aux côtés de Tante Mam, la sage du village. Chaque pièce vendue, chaque sourire échangé, renforçait sa paix intérieure. Aïssatou reprit ses études à distance, jonglant entre les cours en ligne et son travail. Elle économisait pour aider ses parents à rénover leur maison en banco. Les soirs, sous le grand baobab de Ndiolofène, elle partageait son histoire avec les jeunes du village. « J'ai cru que l'argent et la beauté me définiraient », racontait-elle, sa voix douce mais ferme. « Mais c'est en perdant tout que j'ai trouvé ce qui compte, la famille, la foi et l'honnêteté. » Les enfants, captivés, promettaient de ne pas succomber au mirage de Dakar. Fatoumata, son ancienne amie, l'embrassa un jour, disant « Tu es une lumière pour nous, Aïssatou. » À Dakar, Fatou Ndiaye continuait son réseau, mais une rumeur circulait. Certaines de ses protégées tombaient malades, comme frappées par un sort. Fatou, dans son bureau au plateau, fixait l'horizon, un doute s'insinuant dans son esprit. Elle repensa à Aïssatou, se demandant si son empire vacillait. Pendant ce temps, Aminata Faye, dans sa villa, luttait pour sauver son mariage. Mustapha, toujours volage, ignorait ses efforts. Aminata, rongée par le remords d'avoir maudit Aïssatou, se rendit chez un marabout pour demander pardon. « Ce que tu as semé te suivra », avertit-il. Aminata, brisée, chercha des moyens de réparer ses erreurs, mais son foyer restait fracturé. Aïssatou, elle, trouvait du réconfort dans la simplicité. Elle aidait Khadija à coudre des pagnes pour les fêtes du village, et Ibrahima à réparer leurs outils agricoles. Chaque matin, elle priait, mêlant foi musulmane et leçons chrétiennes apprises à Yoff, remerciant Allah pour sa seconde chance. Un jour, au marché, une jeune fille, Ndé, au pagne éclatant, lui demanda « Comment as-tu surmonté tant de douleurs ?» Aïssatou sourit, touchant son ruban wax. En comprenant que le vrai trésor, c'est ce qu'on donne, pas ce qu'on prend. Les années passèrent, et Aïssatou devint une figure respectée à Ndiolofène. Elle ouvrit une petite boutique de tissus, enseignant aux jeunes filles l'art de la couture et la valeur de l'effort. Sa maison, désormais en dur grâce à ses économies, abritait ses parents, qui souriaient enfin.
Le souvenir de la perruque maudite s'estompait, mais Aïssatou n'oubliait pas sa leçon. L'ambition aveugle mène à la chute, mais l'humilité construit des ponts. Et si vous souhaitez découvrir d'autres contes comme celui-ci, où les erreurs deviennent des leçons et les cœurs retrouvent la paix, abonnez-vous pour ne rien manquer de ces histoires inspirantes. Car, comme Aïssatou l'avait appris, la vraie richesse réside dans l'amour partagé et la sagesse gagnée.